La fille de ma charmante nouvelle voisine a pointé du doigt mon tatouage et a prononcé 4 mots qui ont glacé mon sang. Maman, il a le tien. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais regardé sa mère de la même façon. Je m'appelle Valentin, j'ai 36 ans, je suis charpentier de marine et veuf. J'ai enterré la partie la plus vivante de mon existence aux côtés de ma femme il y a 2 ans. Mais ce matin-là, lorsqu'un camion de déménagement s'est garé dans l'allée d'à côté, chargé de cartons et transportant une petite fille avec un sac à dos violet, j'étais loin de me douter que tout mon passé s'apprêtait à descendre de ce véhicule avec elle. Car lorsque cette fillette a désigné la boussole de Guingois tatouée sous mon oreille, sa mère s'est figée au milieu des cartons, portant brusquement la main à son propre cou. Et là, j'ai vu exactement le même tatouage, la même étoile gravée maladroitement point par point, la même branche trop longue et de travers, le genre de marque que seuls 2 enfants de 11 ans auraient pu dessiner sur un perron avec une simple aiguille à coudre et une promesse. Ma jolie nouvelle voisine restait là, sous le choc, me fixant comme si elle venait de voir un fantôme. Et c'était peut-être le cas. Mais comment une femme que je n'avais jamais rencontrée pouvait-elle porter un tatouage que j'avais vu naître sous mes yeux 23 ans auparavant? Comment sa fille, une enfant qui ne m'avait jamais vue avant ce matin, pouvait-elle connaître cette promesse gravée par 2 gosses bien avant sa naissance? Et pourquoi cette femme d'à côté regardait-elle mon tatouage en fondant en larmes avant même que l'un d'eux nous n'ait prononcé le moindre mot? Il était un peu plus de 9 heures du matin, et l'air de la côte embaumait encore l'herbe fraîchement tondue et le café froid. J'étais installée sur ma terrasse, comme chaque samedi, à ne rien faire de particulier, car ne rien faire était la seule chose qui ne me faisait plus souffrir. C'est alors que j'ai entendu le camion. Il a bifurqué en grinçant dans l'allée voisine, les freins sifflant, les pneus crissant sur le gravier. Et pour la première fois en 2 ans, quelque chose dans ma poitrine s'est réveillé et a prêté attention. Je me suis dit que ce n'était que de la curiosité. De nouveau. Voisin, rien de plus. J'ai regardé 2 déménageurs décharger un matelas, une commode et une succession de cartons griffonnés au gros feutre noir, cuisine, livre, chambre de Camille. Puis je l'ai vue. Elle est descendue de la rampe du camion, une lampe sous le bras, le menton levé comme pour défier le monde de ralentir sa course. Ses cheveux sombres s'échappaient en mèches rebelles d'un chignon improvisé, et son jean était taché de poussière aux genoux. C'était une femme qui déplaçait toute sa vie à bout de bras, un carton après l'autre. Derrière elle, dévalant la rampe 2 marches à la fois, trottait une petite fille avec un sac à dos violet, sa queue de cheval oscillant au rythme de ses pas, le regard déjà occupé à inspecter le moindre recoin de sa nouvelle rue. Je me suis dit qu'il fallait que je rentre chez moi. J'ai tenu environ 90 secondes. Une bibliothèque s'est retrouvée coincée de travers dans l'encadrement de la porte, bloquée comme si elle avait sa propre volonté. Et la jeune femme poussait de toutes ses forces, sans aucun résultat. Je me suis dirigée vers elle avant même d'avoir pris consciemment la décision d'agir. Elle s'est retournée et une expression indéfinissable a traversé son visage. Ce n'était pas tout à fait de la reconnaissance, plutôt comme un mot resté sur le bout de la langue. J'aurais bien besoin d'un monte-charge, a-t-elle dit avec un sourire, mais 2 bras supplémentaires feront l'affaire. Nous avons réussi à débloquer le meuble ensemble, essoufflé, en riant de cette situation ridicule. De près, il y avait dans ses yeux une lueur qui rendait cette matinée beaucoup moins ordinaire qu'elle n'aurait dû l'être. Je ne savais pas encore. Pourquoi? Je m'appelle Valentin, ai-je dit. Adèle, a-t-elle répondu en me serrant la main avec simplicité. 2 simples voisins. Un simple samedi. C'est à ce moment-là que sa fille s'est approchée de nous,
a penché la tête et a observé mon cou comme si elle venait de découvrir un trésor qu'elle cherchait depuis le début de sa courte vie. Maman, a-t-elle murmuré, il a le tien. J'ai ri pour masquer l'embarras, comme le font les adultes quand un enfant dit quelque chose de curieux. Il a le tien, quoi au juste? Mais Adèle ne riait pas. Elle s'était figée instantanément. Sa main s'est lentement portée à son cou, ses doigts effleurant la peau juste sous son oreille, et j'ai vu son visage se vider de tout son sang, comme si ses forces l'abandonnaient d'un coup. Où a-t-elle commencé, la voix brisée par l'émotion, où as-tu fait ce tatouage? Sans réfléchir, j'ai levé la main pour toucher la boussole sous mon oreille, un peu délavée et asymétrique. Une des branches de l'étoile était trop longue parce que la main qui l'avait tracée avait 11 ans et tremblait. Je la portais depuis si longtemps que j'en avais oublié qu'elle était visible. J'avais oublié sa singularité. Pendant des années, j'avais même occulté sa signification profonde. C'est une amie qui me l'a fait, ai-je répondu lentement. Il y a très longtemps, quand nous étions enfants. C'est une histoire bête. Raconte-la-moi, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît. Et lorsqu'elle a écarté le col de sa chemise d'une main tremblante, je l'ai vue. La même boussole tordue, la même branche d'étoile irrégulière et trop longue. Ce n'était pas ressemblant, ce n'était pas similaire, c'était identique, jusqu'à l'erreur de tracé, jusqu'au tremblement de la main de l'enfant qui l'avait dessiné. Mes jambes ont fléchi comme cela ne m'était pas arrivé depuis 20 ans. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré, car c'était la seule phrase que mon cerveau parvenait à formuler. Valent, a-t-elle dit. Mon prénom dans sa bouche a résonné comme une pierre jetée au fond d'un puits que je croyais scellé à tout. Jamais. C'est moi. C'est Adeline. Le monde a vacillé autour de moi. Adeline. Martin, la fille de la maison située juste derrière la mienne à l'époque. Celle qui m'avait appris à faire des ricochets sur le ruisseau. Celle dont le père nous montrait les constellations d'étoiles durant l'été qui avait précédé le drame. La jeune fille qui avait disparu un jour d'où sans laisser le moindre message d'adieu. Celle à qui j'avais écrit pendant 1 an, avant que toutes mes lettres ne me reviennent avec le tampon rouge, n'habite plus à l'adresse indiquée, jusqu'à ce que je me persuade qu'elle avait tout simplement choisi de m'oublier. Tu ne m'as jamais répondu, ai-je dit, détestant le fait que cela me fasse encore si mal de le formuler à voix haute. J'ai attendu pendant 1 an. Je n'ai jamais rien reçu, a-t-elle murmuré, les larmes débordant désormais de ses yeux. Nous nous tenions là, au milieu de l'allée, entourés de cartons de déménagement semblables aux débris de nos 2 existences passées. Je pensais que tu avais cessé d'écrire. Sa fille nous regardait tour à tour, troublée, mais visiblement intriguée, sentant que quelque chose de colossal venait de se révéler sous ses yeux, même si elle n'avait pas encore les mots pour le comprendre. Vous vous connaissez tous les deux, a demandé Camille. Aucun d'eux nous n'a répondu immédiatement. La vérité était bien trop immense pour tenir dans cette allée, bien plus grande que ce que nous nous étions autorisés à croire durant 23 ans. En contemplant ce tatouage que je croyais à jamais lié aux souvenirs perdus de mon enfance, j'ignorais encore que cette femme allait répondre à la question que j'avais enfouie au plus profond de moi. Pourquoi était-elle partie et pourquoi, après tant d'années, le destin avait placé sa porte à 2 mètres de la mienne? Nous sommes restés immobiles dans cette allée pendant ce qui m'a semblé être une éternité, le souffle court, au milieu de ces cartons empilés comme les vestiges de 2 trajectoires qui s'étaient mystérieusement recroisées dans la même rue. Avant de vous raconter la suite, car ce qui s'est produit ensuite m'a bouleversé au plus haut point, si cette histoire résonne déjà en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite de ce récit.
Adèle a essuyé ses joues du revers de la main, riant et pleurant simultanément. Comme on le fait lorsque la réalité dépasse l'entendement. Je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment toi, a-t-elle murmuré. Je t'ai cherché partout. Dans chaque nouvelle ville, chaque nouvelle école. Une partie de moi guettait sans cesse ton visage dans la foule. Puis j'ai fini par arrêter. Je me suis dit que c'était moins douloureux de croire que tu m'avais oublié. Camille a tiré sur la manche de sa mère, avec cette patience typique des enfants quand les adultes leur semblent trop lents à réagir. C'est lui, le garçon à la boussole? A-t-elle demandé. Celui des histoires sur la terrasse? Adèle a laissé échapper un soupir tremblant. Oui, ma puce. C'est lui, le garçon à la boussole. J'ai senti ces mots résonner profondément en moi. 23 ans. S'était écoulé, et elle m'avait gardé dans sa mémoire. Non pas comme un regret, mais comme un conte pour s'endormir. Nous avons rentré le reste des cartons presque sans un mot, tous de trop. Ébahis pour rompre ce silence autrement que par de brèves questions posées avec précaution. Durant ce moment suspendu, Camille et ma fille Léa se sont rencontrées sur la pelouse. En l'espace de 10 minutes, elles sont devenues inséparables, de cette manière unique qu'ont les enfants de 7 ans de se lier d'amitié le temps que les parents transportent une commode à travers l'allée. Tu as un papa? A lancé Camille à Léa, émerveillée comme si elle venait de découvrir un coquillage rare sur le sable. Et toi, tu as une maman? Ah! Répondit Léa tout aussi stupéfaite. Et ainsi, 2 fillettes qui se connaissaient. À peine commençaient déjà à construire une cabane avec les cartons vides, comme si elles s'étaient fréquentées toute leur vie. En les observant, j'ai senti mon cœur se serrer. Léa n'avait pas ri de cette manière, de façon aussi spontanée, franche et insouciante, depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Pas depuis la disparition de Noémie. Pas depuis que notre maison s'était habituée au silence. Plus tard dans la soirée, Adèle et moi nous sommes installés sur ma terrasse. Avec 2 tasses de café que nous n'avons pas terminées. Elle m'a alors livré la vérité que j'attendais depuis 23 ans. Le mariage de mes parents ne s'est pas simplement terminé, a-t-elle expliqué. Il a volé en éclats. Ma mère a fait nos valises en une nuit, sans crier gare. Elle n'a laissé aucune adresse de réexpédition pour que mon père ne puisse pas nous retrouver. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris qu'elle avait coupé les ponts avec tout le monde. Pas seulement avec lui. Avec toi aussi. Je t'ai écrit chaque semaine. Pendant 1 an, lui ai-je confié. Chaque lettre revenait avec ce maudit tampon rouge de la poste. J'avais 13 ans. Je pensais que tu refusais de me lire. Que tu avais grandi et m'avais oublié. Elle a murmuré ces mots d'une voix douce, je me racontais cette version des faits pour que la douleur soit plus supportable. Nous avons fait exactement la même chose, ai-je répondu. Pendant 23 ans, nous avons chacun cru que l'autre l'avait abandonné. Délibérément. Elle a contemplé la boussole sous mon oreille, puis a effleuré la sienne, suivant du doigt la branche asymétrique pour s'assurer que tout cela était bien réel. Nous nous étions fait une promesse sur ce perron, a-t-elle rappelé. Peu importe où la vie nous mènerait, nous retrouverions toujours notre chemin l'un vers l'autre. Je crois qu'au fond de nous, nous n'avons jamais cessé d'y croire. Même quand nous pensions avoir tourné la page. Je n'ai pas trouvé les mots pour répondre. J'ai simplement tendu la main pour prendre la sienne, et elle s'est laissée faire. Pour la première fois depuis 2 ans, le silence de ma vie n'avait plus l'air d'une épreuve à endurer, mais plutôt d'un espace qui attendait d'être comblé. Cependant, rien n'était simple. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Ce soir-là, après le départ d'Adèle et de Camille, j'ai trouvé Léa assise dans
Son lit, serrant ses genoux contre elle, le regard perdu dans le vide. Tout va bien, ma puce, ai-je demandé en m'asseyant sur le bord de son matelas. Si. Tu aimes bien Adèle, a-t-elle commencé avec précaution, comme si elle avait répété sa phrase, est-ce que Camille sera ma sœur? J'ai senti ma poitrine se serrer. C'est une grande question avant de s'endormir. Pour moi, c'est déjà ma sœur, a-t-elle répliqué simplement. Je voulais juste savoir si c'était officiel. Je ne savais pas comment expliquer à ma fille de 7 ans que l'idée d'aimer à nouveau m'effrayait profondément. Que j'avais structuré notre quotidien de manière à ce qu'il soit restreint et sécurisant, car ce qui est petit et sûr ne peut pas nous être arraché comme sa mère nous avait été enlevé. Je ne savais pas comment lui dire, et s'il m'arrivait de m'attacher à quelqu'un, que tu t'y attaches aussi, et que nous finissions par la perdre comme nous avons perdu Noémie? Alors, à la place, je lui ai demandé, et si ça ne marchait pas entre les adultes? Tu sais, parfois, cela arrive. Léa m'a regardé comme si j'étais l'enfant de la pièce. On serait toujours voisins, a-t-elle répondu, et Camille serait toujours ma meilleure amie. Tu te fais trop de soucis, papa. La vérité sort souvent de la bouche des enfants. Le lendemain soir, une fois les filles endormies, je me suis rendue chez ma voisine pour tout lui raconter. Mes craintes, ma culpabilité, cette terreur d'ouvrir à nouveau une porte que j'avais condamnée après le deuil. Adèle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a pris ma main par-dessus le comptoir de sa cuisine et m'a fait la seule promesse qui ait jamais eu de valeur. À mes yeux, je ne peux pas te jurer qu'il ne nous arrivera jamais rien de triste, Valent. Personne ne peut garantir cela. Mais je peux te promettre que je serai là dans les moments difficiles. C'est la seule promesse qui soit authentique. C'étaient les mots exacts que j'avais besoin d'entendre, sans même le savoir, depuis plus de 20 ans. Debout dans sa cuisine à moitié aménagée, au milieu des cartons encore empilés contre les murs, j'ignorais que les semaines suivantes allaient mettre cette promesse à rude épreuve, bien plus que nous ne l'aurions imaginé. Car quelque part, le passé qui nous avait séparés une première fois n'en avait pas tout à fait fini avec nous. Elle avait prononcé ces mots avec une sincérité désarmante, et je la croyais sans réserve. Pourtant, la suite des événements allait éprouver chacun de ses engagements, car certains passés refusent de s'effacer sans faire de bruit, et le nôtre n'avait pas dit son dernier mot. 2 semaines après cette discussion, le téléphone d'Adèle a sonné pendant le dîner. J'ai vu tout son corps se tendre. À l'instant même où elle a lu le nom affiché sur l'écran, son ex-mari. Il avait appris son déménagement, savait qu'elle n'était plus seule, et avait jugé utile de se manifester. Elle n'a pas décroché à table. Elle s'est éclipsée dans le couloir, et j'ai entendu sa voix devenir basse et posée, d'un ton qui me laissait deviner que ce n'était pas la première fois qu'elle s'efforçait de paraître sereine alors qu'elle ne l'était pas. Lorsqu'elle est revenue s'asseoir, ses mains tremblaient imperceptiblement en tenant sa fourchette. Tu n'es pas obligé de m'en parler, lui ai-je dit. Je le veux, a-t-elle insisté. Il n'est pas dangereux. C'est juste un homme qui m'aimait effacée. Silencieuse, facile à contrôler. Et maintenant qu'il réalise que je ne me laisse plus faire, cela le contrarie. De quoi as-tu besoin, ai-je simplement demandé. Je n'ai pas dit. Qu'est-ce qu'on fait, je n'ai pas cherché à décider à sa place, je lui ai juste posé la question dont elle avait réellement besoin. Elle m'a observé un long moment, comme pour s'assurer de ma sincérité. J'ai besoin que tu me laisses gérer cela, a-t-elle répondu. Et j'ai besoin que tu sois toujours là une fois que ce sera réglé. C'est d'accord pour les deux, ai-je répondu sans hésiter. Elle a bloqué son numéro ce soir-là, a prévenu sa sœur et a conservé une trace de l'appel par précaution.
Une fois cela fait, elle s'est assise sur les marches de ma terrasse, les genoux serrés contre elle, et a soupiré. Je déteste avoir encore les mains qui tremblent. Elles ont le droit de trembler, lui ai-je répondu en m'installant près d'elle, nos épaules se frôlant. Trembler ne signifie pas que tu es faible. Cela montre simplement que c'était important, et que tu as eu le courage de l'affronter malgré tout. Elle a posé sa tête contre mon épaule, et nous sommes restés ainsi durant 2 longues minutes, sans mot dire, tandis que le chant des grillons meublait le silence. Pourtant, l'appréhension ne m'avait pas totalement quittée. Non pas la crainte de son ex-mari, mais une angoisse plus profonde, celle que je n'avais pas encore osé exprimer. Un soir, après que les filles se furent endormies chez Adèle, alors que nous étions seuls sur sa terrasse, j'ai fini par lui confier. Je pense sans cesse à Léa. Elle a déjà perdu sa maman. Si je me laisse aller, si notre relation devient sérieuse et que cela échoue, elle perdra une autre personne à qui elle s'est attachée. Je ne sais pas si j'aurai la force de lui faire traverser cette épreuve une seconde fois. Adèle n'a pas cherché à me contredire, ni à minimiser ma peur. Elle a simplement pris ma main et a prononcé les mots les plus justes que j'ai entendus depuis 2 ans. Je ne peux pas te promettre que cela ne fera pas de mal si cela s'arrête. Mais je peux t'assurer d'une chose, l'autre option, celle où nous n'essayons jamais, où nous restons prudemment chacun chez soi, voisins pour toujours pour ne prendre aucun risque, fait mal elle aussi. C'est simplement une souffrance plus discrète. Mais une douleur silencieuse reste une douleur. Valent. Tu vis ainsi depuis 2 ans. Je ne crois pas que cela te protège, je pense que cela te consume lentement. J'ai médité ces paroles un long moment, sous la lumière de la terrasse qui grésillait doucement, entourée de papillons de nuit qui tournaient comme des pensées anxieuses. D'accord, ai-je fini par dire. D'accord, je veux essayer. Vraiment essayer. Elle a souri de ce même sourire de ses 11 ans que je connaissais si bien. Un peu fragile, mais sincère. Dans ce cas, faisons quelque chose que nous n'avons jamais terminé, a-t-elle suggéré. Elle est entrée chez elle et est ressortie avec une aiguille à coudre et un petit flacon d'encre de Chine, les vestiges d'une brève tentative de tatouage de Camille. Rapidement interrompue et confisquée. Nous nous sommes fait une promesse quand nous étions enfants, a-t-elle rappelé en tenant l'aiguille devant nous, cette boussole devait nous aider à retrouver notre chemin. Et nous l'avons fait. Il a fallu 23 ans, mais nous nous sommes retrouvés. Sa voix s'est étranglée. Mes mains n'étaient pas tout à fait stables, mais j'ai pris l'aiguille. Sous la boussole tordue, au bas de son oreille, j'ai dessiné une petite encre marine. Elle a fait exactement la même chose pour moi, le bout de la langue serré entre les dents de concentration, tout comme lorsqu'elle avait 11 ans. Aucun de nous n'a prononcé la moindre parole durant ce moment, car certains instants se passent de commentaires. Lorsqu'elle a eu terminé, elle a doucement pressé son pouce sur l'encre encore fraîche de mon cou. Désormais, nous ne faisons plus que retrouver notre chemin, a-t-elle chuchoté. Maintenant, nous restons. Ai-je répondu. Le portillon en bois a grincé. 2 petites silhouettes en pyjama se tenaient là, s'étant visiblement glissées dehors pour nous espionner. Camille et Léa, les cheveux ébouriffés et les yeux mi-clos, prises en flagrant délit. Vous êtes encore en train de vous regarder bizarrement, a demandé Camille. Probablement, a répondu Adèle en riant à travers ses larmes. Léa s'est approchée et s'est installée directement sur mes genoux sans demander la permission, comme elle le faisait autrefois, avant la disparition de sa mère, à l'époque où le monde lui semblait encore assez sûr pour s'y endormir en toute confiance. Elle a observé la nouvelle encre gravée sur mon cou, puis celle d'Adèle, avant de hocher la tête d'un air satisfait, telle une petite
Inspectrice validant une décision importante. C'est bien, a-t-elle marmonné. Contre mon épaule, maintenant, c'est officiel. Et ça l'était. 23 ans d'attente, 2 trajectoires qui semblaient briser mes nœuds. L'avaient jamais vraiment été, et les quelques mots d'une petite fille au milieu. Des cartons de déménagement. C'est tout ce qu'il aura fallu pour permettre à 2 personnes de retrouver enfin leur foyer. C'est sur cette réflexion que je souhaite vous laisser ce soir. Si vous avez perdu de vue une personne chérie, à des années, un ami, un amour, ou une part de votre enfance sans avoir pu lui dire au revoir, croyez-vous que certains êtres soient tout simplement destinés à recroiser votre route, quel que soit le temps et la distance qui vous séparent? Ou pensez-vous plutôt qu'il s'agit d'une toute autre réalité, de quelque chose que l'on construit patiemment, un choix courageux après l'autre? Partagez vos pensées dans les commentaires, je serais curieux de vous lire.